Effectivement, on a laissé la place à nombreux psys qui sont venus parler exclusivement du traumatisme et jamais de la construction de la victime du point de vue de la sexualité. C'est totalement tabou. Je n'ai jamais vu un rapport qui en parlait. Non, l'éprouvé psychologique de la victime devient effectivement le fondement, c'est-à-dire ce qu'elle a ressenti. Voilà, et l'éprouvé allégué de surface, parce que ce dont est fait cet éprouvé, c'est encore autre chose. Oui. Enfin, mais la sexualité de la victime n'est jamais vraiment abordée. C'est pratiquement un tabou. Bon, on va demander si elle est hétéro, pas hétéro, des choses très, très superficielles, mais de savoir si elle a une fantasmagorie et quel est ce dont vous parlez, ça n'est absolument pas abordé. Mais dans le cas des fausses accusations, la calomnie pure me paraît l'exception. Oui. Je crois que très souvent, il y a une amplification dramatisante. Oui. Et il y a même une relecture rétrospective. Tout à fait. Je me souviens d'une affaire que j'ai vue en dualité avec une psychologue, et heureusement que nous étions deux, et heureusement que le deuxième expert était une femme. Donc c'est une jeune femme qui avait privatisé une boîte de nuit pour son anniversaire. Et puis, à l'issue de cette soirée, le disque jockey, elle a courtisé, il n'y a pas d'autre mot, le disque jockey, qui a accepté de la suivre, qui est monté chez elle, qui titubait tellement il était bourré. Ils ont un premier rapport sexuel qui est satisfaisant de son propre récit à elle. Nous avons vu les deux, nous avons vu le mis en cause et la plaignante. Et puis elle s'endort et il veut remettre ça. Elle lui dit non, laisse-moi. Et puis bon, il poursuit quand même. Il va jusqu'au bout. Ils prennent le café, les croissants le matin. Elle s'en va. Elle vient une semaine plus tard à la boîte de nuit avec des pâtisseries faites de ses mains pour le remercier de la soirée d'anniversaire. Et puis il ne la connaît plus. Il est avec des jeunes femmes plus jolies qu'elle. Le propriétaire de la boîte évacue tout le monde, dont elle, et le disque jockey reste avec les nanas à l'intérieur et le patron. Elle est en larmes, elle va porter plainte, et le disque jockey nous dit « Mais quand on a vu les gyrophares devant la boîte, on a cru que c'était pour le shit. On a tout balancé dans les toilettes, et il se retrouve mis en cause pour viol. » Et on lui dit clairement, la deuxième fois, elle a dit non. Et vous avez continué quand même. Et il le reconnaît. Donc quand une femme dit non, comme on sait, ça veut dire non. Donc il est auteur de viol. Alors que dans le premier rapport sexuel, quelques instants plus tôt, il n'était pas auteur de viol. Donc ça devient... Et elle était à l'évidence sincère, cette personne. Mais sa sincérité ne devrait pas dispenser du fait qu'il y a une relecture rétrospective de cette histoire et que le vrai facteur précipitant de la plainte, c'est le dépit qu'on va appeler amoureux, lorsqu'elle revient sur place et qu'il ne la connaît plus. Et là, elle se dit, il s'est bien foutu de moi. Donc, c'est pas une calomnie, parce que son authenticité émotionnelle n'était pas douteuse, elle était bouleversée, mais c'est une relecture à l'aide de slogans, j'ai dit non, il a continué quand même, etc. Mais s'il l'avait bien accueilli la deuxième fois, ça ne se serait pas passé. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a des amplifications dramatisantes, rétrospectives, qui sont sincères, qui ne sont pas de la calomnie, mais qui font qu'on ne peut pas s'appuyer que sur le ressenti d'une plaignante pour, en justice pour se déterminer. Et alors pour Magouverne, finalement, la décision... Alors, nous n'en avons plus jamais entendu parler, donc j'en déduis que le juge d'instruction, qui était le premier juge d'instruction du TGI de Paris à l'époque, n'a pas donné suite. Je l'imagine, parce que sinon nous aurions été entendus aux assises. Autre hypothèse, ça aurait pu être correctionnalisé, l'expert étant rarement convié à soutenir son rapport au tribunal correctionnel, nous aurions pu ne jamais le savoir. Nous ne savons pas. Et le ressenti, il est réel, naturellement, sauf pour des personnes qui jouent en permanence, etc. Bien sûr qu'il est réel, et pour autant, du point de vue de la factualité, il n'est pas forcément probant. Pour prendre un exemple, en dehors de la question des abus, etc., un jaloux pathologique, il souffre vraiment. Ah oui. Il souffre atrocement, un jaloux pathologique. Pour autant, et il interprétera n'importe quel signe qui est, elle a mis du rouge à lèvres donc, ou elle n'a pas mis de rouge à lèvres donc, et ainsi de suite. On ne va pas mettre en cause le fait qu'il souffre, bien sûr qu'il souffre. Pour autant, ce n'est pas une preuve que ce qu'il a construit pour donner un sens à sa souffrance soit factuellement réel. Donc je pense que c'est là qu'il faut essayer d'être prudent, vous voyez. Alors c'est extrêmement convaincant par contre, un jaloux morbide. Mais bien sûr. Parce que le postulat de base est erroné. Mais tout le reste...
Mais le raisonnement est une logique. Mais complètement, c'est Mais moi, paranoïaque, forcément. C'est absolument fascinant et c'est très convaincant. Le délire Mais paranoïaque oui. est par définition plausible. Oui, Et le psychiatre ne peut que se dire, mais si ça se trouve, ce mec est vraiment trompé. et on revient à Il faut Schreber. citer le mot de Clérambault qui était magnifique là-dessus. Plût au ciel qu'il suffit d'être cocu pour n'être point délirant. Autrement dit, ce qui fait le délire n'est pas la facticité de la conviction, Mais non. mais c'est le fait que tout le champ de pensée est envahi Mais par c'est ça, ça, l'intensité c'est des ça. souffrances, les conduites de vérification, etc. Tout ça, ça fait le délire, même s'il y a vraiment un amant. Alors excusez-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas donné la parole à François Rastier et je crois qu'il voulait intervenir. Non, j'interviendrai tout à l'heure, mais bon, moi, il me semble que c'est l'institution elle-même, les institutions en général, qui sont ébranlées par ce biais, sachant qu'on veut imposer des qualifications, par exemple en justice, qui n'existaient pas. On veut inverser le régime de la preuve, et donc on retrouve des phénomènes que l'on voit dans le domaine de la post-vérité, hein, tout simplement, où le rôle, évidemment, des réseaux sociaux, des groupes de radicalisation est très important. J'avais lu un petit texte de Caroline de Haas où elle expliquait comment on peut, avec 180 personnes 180 sœurs qui tweetent le dimanche, faire un événement le lundi. Et cet aspect politique ne doit pas être sous-estimé, à mon avis. Je voudrais revenir à quelque chose que vous deux êtes en train de déchiffrer, que c'est la question des nuances. Mais dans quelque chose que vous avez dit, Sabine, un peu plus tôt, c'est la question de quel monde on est en train d'annoncer. Parce que soit il y a un monde dominé par l'hostilité universelle, donc on n'en sort plus de la maison, ou et alors il faut détruire ces mondes-là. Parce que ces mondes-là, il faut réinventer un monde. Et alors là, je suis placé à la place d'un Dieu créateur qui va faire un déluge. Et alors, après le déluge, on va commencer clean. C'est vraiment, on a déjà promis ça. Il y a pas mal de promesses des nouveaux mondes, des nouvel hommes, de tout ça. Et ça, on oublie que la vie humaine, c'est d'une certaine façon une tragédie. Je pense, dans la psychanalyse, pour rappeler un mot de psychanalyse, il y a deux légendes, on va dire comme ça, fondatrices de la psychanalyse. Le totem est tabou. On tue les pères, on mange les pères, on fait des choses horribles avec les pères. L'autre chose, c'est l'état Lassa de Ferenczi, où il dit que tout ça commence par une catastrophe. Au début, n'était pas un joli mot de séparation je ne sais pas, des eaux, je ne sais pas quoi. C'était la catastrophe. L'eau, il imagine, l'eau, les océans s'assèchent, et alors tout sort là pour trouver un peu d'humidité. Donc, au début, c'est la catastrophe. Si on oublie que nous ne vivons pas dans une espèce de vie paisible, et si on reprend un mot d'un psychanalyste récent, il dit que la vie, c'est une mauvaise affaire avec les pires dénouements possibles. Donc, nous ne sommes pas dans un monde où il faut faire avec quelque chose. Et donc, je ne sais pas, nous ne sommes pas arrivés là, nous sommes trop centrés sur la question psy. Mais il y a eu un moment, et je pense que Sabine cite ces mots dans son livre, une communication par une espèce de vidéo où une dame annonce écoutez, vous n'avez pas aucune possibilité. Vous allez être violé, votre violeur va revenir chez vous jour après jour. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de se rallier à moi, parce que je suis, je ne sais pas, sauveur. Donc,
il faut penser quelle est sa vision du monde. La vision du monde, c'est quoi? Annoncer à des gamins qu'il n'y a pas d'espoir. La vie, pas d'espoir. La vie, sans espoir. Comment des gamins peuvent vivre sans espoir, sans aucun espoir? On me fait penser à Amérique qui disait, bon, dans la salle des tortures, après qu'on ferme la porte, je suis seul avec mon tortionnaire, je sais qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, je vais demander de l'aide et personne ne va venir à m'aider. Je vais passer par... Qu'est-ce que ça veut dire sans espoir? Une autre chose complètement différente, et là, je cite une de mes références, c'est le pédagogue Janusz Korczak, qui dit « école de la vie, école de la mort ». Il dit « école de la vie ». C'est une chose, école de la mort, c'est quand on donne aux enfants des réponses, la plupart du temps, cyniques, pas vraies, à des questions qu'ils n'ont pas posées. Ah, c'est bien ça. Hein. Il oppose à ça école de vie. École de vie, il met au centre de son dispositif pédagogique l'hôpital. Tout enfant doit savoir qu'il y a un endroit où on soigne les gens. Donc on pourrait penser avec Véronxy que c'est parler le langage des enfants. Le langage des enfants, c'est la tendresse. Si on n'assure pas la tendresse, il n'y a pas de vie possible pour les enfants. Alors comment on pourrait penser cette annonce qui est faite avec beaucoup de détails? Un monde où c'est la loi, c'est l'hostilité de tous contre tous, sans aucune rémission possible, sans... J'ai remarqué une phrase que vous avez écrite, que c'est la guerre sans désir de paix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un monde? Qu'est-ce qu'on annonce dans ce monde-là? Et là, je pensais, je reviens au début de notre réunion, on a déjà promis ce type de... Et alors que je ne suis pas très loin de penser avec Yvan Climat qu'il s'agit d'une espèce de langage simiesque. On fait semblant de parler, mais on est en train de rien dire. Donc... En tout cas, il faut savoir une chose pour vous répondre, que la justice française est en train d'essayer de comprendre comment elle pourrait évoluer vers ce qu'on appelle la justice restaurative. C'est-à-dire l'idée que, au lieu de passer par le tribunal, qui, je vous l'ai déjà dit, est engorgé pour des faits très anciens, ne donnerait rien et ne ferait que frustrer la parole de la plaignante, eh bien d'essayer d'enquêter sur des faits prescrits qui ne pourraient pas être jugés pour que l'auteur et la plaignante, ou la victime, comme on l'appellerait, se rencontrent et parlent. C'est ce qu'on fait au Canada. C'est-à-dire que pour des infractions d'abus sexuels sur enfants, il arrive maintenant qu'on parvienne, avec le temps passé, à réunir dans une pièce comme celle-ci, avec un professionnel, je ne sais pas si c'est un psychologue ou si c'est un magistrat, ces deux personnes pour qu'elles se parlent et qu'elles restaurent ce qu'elles ont encore de commun entre elles, pour que, effectivement, ce ne soit pas une guerre ad vitam aeternam, où finalement rien ne sort de tout ce débat. Donc c'est une des pistes qui est... Est-ce que c'est purement thérapeutique ou est-ce que ça se traduit par une décision de justice? Il y a une forme de décision de justice. C'est-à-dire que... Alors c'est comme une forme de conciliation. C'est une conciliation, exactement, sur des faits graves, hein, sur des faits de violence sexuelle anciens, où ils acceptent de se parler et où ils signent une sorte de paix des braves. Alors j'imagine que par exemple, l'auteur reconnaissant ses torts, indispensable. La victime, évidemment, c'est une reconnaissance. Admettant qu'à ce moment-là, elle renonce aux poursuites, des choses comme ça. Voilà, ce sont des choses qui s'aménagent et auxquelles on commence à réfléchir. C'est d'ailleurs probablement le premier pas a été franchi à partir du moment où, encore une fois, le procureur de Paris a dit « J'accepte d'enquêter sur les faits prescrits ». Alors officiellement, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres victimes, mais il y a aussi cette idée derrière qui est dans l'air. C'est intéressant, c'est ce qui se passe devant la juridiction ordinale, que ce soit pour les avocats ou pour les médecins, c'est intéressant. Bien sûr. Et ça permettrait peut-être, c'est pour revenir à ce que vous dites, d'avancer vers un monde où effectivement tout le monde n'est pas à couteau tiré avec l'idée que celui qui doit avoir le dernier mot
la parole étant dernier à la défense jusqu'à nouvel ordre, mais on a bien l'impression quand même que le mouvement MeToo, c'est la parole n'est qu'à la victime. Et donc, si on pouvait trouver un modus, un modus vivendi, oui, ce serait peut-être une bonne solution.